Bonjour. Bonjour, je m'appelle, donc je me présente, je m'appelle Florian Douetto. Et donc je travaille, j'ai fondé une start-up qui s'appelle Dataiku, où on fait un studio d'analyse de données pour les data scientists. Et le sujet dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est les lambda architectures. Alors comme tous les sujets dans lesquels le titre n'est pas self-explanatory forcément pour tout le monde, la première partie de la talk, ce sera d'expliquer un peu qu'est-ce que ça veut dire en pratique, les grands principes de ce genre d'architecture. À quoi ils servent, quand est-ce qu'on les utilise, etc. C'est quoi les points difficiles d'implémentation qui a justifié le fait d'avoir ce genre d'approche. Et ensuite, d'expliquer un peu le genre de tools qui sont utilisés couramment pour mettre en place ce genre d'architecture. Donc là, c'est un talk qui est relativement théorique, je trouve. J'aurais aimé faire un talk avec un peu plus d'éléments concrets, plus de chiffres. Ça sera peut-être pour la prochaine fois. Alors en gros, le principe de lambda architecture, c'est pour résoudre des problèmes dans lesquels, de manière très schématique, on a des flux d'événements, on a envie de les processer, on va avoir un état qui correspond à un ensemble de ces événements et on veut servir le résultat au client. Donc oui, c'est pour faire de l'informatique en gros. Les cas d'utilisation pratique, en gros, alors il y en a plein potentiels, hein, mais les grosses utilisations, ça va être par exemple quand on fait du advertising online, comme dans la session d'à côté, ce sera pour être capable, en fait un problème qu'on peut avoir, c'est pour prendre des décisions d'affichage, on a envie de connaître pour chaque utilisateur et potentiellement chaque emplacement ou chaque campagne, le nombre d'affichages qui a été fait, le nombre de clics qui a été fait, et d'avoir ces informations maintenues en temps réel, parce qu'en fait on va prendre des décisions en temps réel sur ces chiffres, et donc c'est d'être capable de maintenir ces compteurs. Quand on va faire des systèmes de recommandation à la Amazon, pareil, on voudrait être capable d'avoir des conteneurs maintenus à jour sur le nombre de produits vus, sur des comptes de produits vus et des paniers par utilisateur, et d'avoir ces informations-là à jour et des décomptes agrégés à jour. Et puis enfin, un troisième type d'utilisation aussi un peu typique, ça va être d'être capable de faire des timeline statistique, donc cas typique, Twitter, je veux être capable de maintenir sur tout l'univers le nombre de hashtags créés toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes pour fournir des implications qui montrent des graphes à grande échelle. C'est ça les cas d'utilisation typiques. Alors, bon, c'est pas des cas d'utilisation qui ont l'air très avancés comme ça, et surtout, en fait, c'est des cas d'utilisation, on peut se dire à première vue qu'il y a c'est des choses qu'on peut faire en SQL en fait. On peut tout simplement écrire dans une base et mettre à jour des compteurs en faisant un insert update. La logique lambda architecture, ça vient du fait qu'en général, ça peut être à grande échelle dur de faire scaler une base de données open source avec des motifs comme ça d'insert update aléatoires à très forte dose dans lequel on va avoir plus de quelques milliers d'events par seconde qui arrivent et quelques centaines, voire quelques milliers de requêtes, voire quelques dizaines de milliers de requêtes d'accès aux données à ces compteurs. Donc c'est essentiellement des problèmes de scalabilité qui drivent les premiers usages. Et alors le concept de base consiste à... et l'origine de ça, c'était d'avoir une vision un peu fonctionnelle de ce type de problème. En gros, l'intuition de base, c'est que faire scaler les systèmes dans lesquels on fait des mises à jour aléatoires, c'est relativement complexe et vaut mieux rentrer dans les logiques dans lesquelles on est fonctionnel. C'est-à-dire, on est plutôt dans la logique dans laquelle on a des états qu'on met à jour, on fait que des append sur le système et on transforme toutes les opérations qu'on fait en des fonctions sur un état, sur les événements, etc., qui doivent bien combiner. Par exemple, ça veut dire que le fait de compter des hashtags, je vois ça comme une première fonction qui, étant donné un ensemble de tweets, est capable de me fabriquer une map qui va des hashtags et des timestamps vers un décompte. J'ai une deuxième fonction de reducing qui va être capable de fusionner ces hashtags en faisant des sommes de comptes. Et voilà, et après, j'opère tout de cette façon-là. Et alors, c'est des choses qu'on pourrait faire en SQL aussi, dans une base, en fait. Ça reviendrait à quoi? Ça reviendrait à avoir un pattern dans lequel on remplace le insert update par quelque chose de plus complexe, dans lequel je crée des tables intermédiaires, dans lequel je fais des décomptes incrémentaux, c'est-à-dire je prends mes flux de tweets, je crée une table intermédiaire avec des tweets de compte, et plutôt que de faire des mises à jour de tables, je recrée des tables agrégées, dans lesquelles je refais les sommations comme ça en SQL.
Et à la fin, quand je veux avoir pour une fenêtre de temps ou pour un hashtag particulier ou pour les deux les décomptes, bah, je fais juste une requête dans laquelle je vais faire la fusion de ma grosse table dans laquelle j'ai fait tous les tweets potentiellement de la dernière jusqu'à la dernière heure. Et puis pour la dernière heure, en fait, je vais partir seulement de la date intermédiaire. Et en fait, une lambda d'architecture, ça reviendrait en grosso modo en termes de type de calcul à faire ce genre d'abstraction dans lequel en fait on sépare la mise à jour et on évite de faire des mises à jour en batchant une partie du travail et en faisant une fédération de calcul à la fin. Le sujet, c'est que ce n'est pas quand même en général une bonne idée d'utiliser une base RDBMS de cette façon-là et de faire tout en SQL. Et donc, à la fin, le principe de base consiste à se dire que pour faire ces opérations-là, on a vocation à séparer deux flux, un flux batch avec certaines technos pour faire les traitements batch qui s'opèrent toutes les heures, et une techno real-time qui sont capables d'avoir des latences plutôt à la seconde ou aux dizaines de secondes, et après fédérer les tout. Alors la petite histoire de ça, c'est comment le terme lambda d'architecture, etc., ça vient de quoi? Alors ça, c'est les histoires de l'informatique. C'est une startup qui s'appelait Backtype, qui faisait, donc c'était 3 ingés, que des ingés, c'est les bonnes startups US comme on les aime bien, qui voulaient faire de l'analytique Twitter, qui avaient regardé Yahoo S4 mis en open source, mais ils n'étaient pas complètement satisfaits du fait de la capacité à le faire passer à l'échelle et d'avoir des calculs fiables avec, et donc qui ont recodé en fait tout un système de calcul distribué. Et notamment un de ses fondateurs, Nathan Marks, qui du coup a créé plein de choses très utilisées dans l'écosystème open source data aujourd'hui, Storm, ElephantDB, Cascalog. C'est la première fois que je fais une presse où je peux où j'ai besoin de lever le bras pour montrer les slides. Et donc ensuite ils ont monté ça tout seul à 3, grosso modo, pour après être acheté par Twitter, qui maintenant en gros utilise ça pour faire Twitter Trends et leurs analytiques internes. Et donc à des échelles relativement élevées de calcul. Et donc en pratique, qu'est-ce que ça veut dire faire une lambda d'architecture? Ça veut dire avoir, pour ce truc de problème Twitter, j'ai des flux de tweets d'un côté, je vais avoir un système batch qui va typiquement recalculer pour toutes les heures une map dans laquelle je vais avoir des hashtags et pour cette heure un décompte, et qui va persister cette information-là. Puis je vais avoir un système temps réel qui va peut-être rester qu'en mémoire et dans lequel toutes les 5 minutes je vais mettre à jour le nombre de hashtags de la dernière heure ou des 2 dernières heures. Et à la fin, dès que je vais avoir une question, je vais avoir une API REST devant qui va, suivant le type de question, interroger les données ici ou faire une fédération des deux. C'est ça le principe. Quand on fait un système de recommandation, pour simplifier, donc c'est un peu une vue simplificatrice, mais les flux d'événements qu'on a, ça va être donc système de recommandation pour un e-commerçant, ça va être les pages, les produits qui sont vus, donc c'est des triplets dans lesquels pour chaque utilisateur et pour chaque type de produit, on sait s'il l'a vu, l'a acheté, il l'a mis au panier, etc. C'est ça les flux d'événements. Et en fait, on va utiliser en batch ces types d'événements pour aller fabriquer et faire des calculs un peu complexes de type similarité d'un produit à un autre. On va maintenir en temps réel des zones d'intérêt des utilisateurs, c'est-à-dire que la map, ça va être utilisateur donne item, c'est les derniers items par exemple que quelqu'un a vu. Et à la fin, la fédération, c'est un algo de recommandation qui, étant donné la matrice de similarité et les items vus par un utilisateur, prend une décision qui dit comme cet utilisateur a vu tel item, et étant donné la matrice de similarité, j'ai envie de lui recommander ça, ça et ça. Et donc, pourquoi c'est comme ça? C'est parce qu'en fait, l'item similarity dans un système de recommandation, ça peut être batch, parce que le fait que des produits soient similaires, ça ne change pas très vite dans le temps. On peut se reposer la question toutes les semaines, c'est pas très grave. Les produits ne vont pas changer de niveau de similarité très vite. Alors que le fait que quelqu'un ait un intérêt particulier pour un produit, il faut que ce soit temps réel. Parce que s'il est intéressé à quelque chose, on a envie de pouvoir lui faire des recommandations très très vite, pertinentes, et pas attendre le lendemain. D'où la justification d'avoir ce type d'architecture asymétrique. Et alors, les drivers d'une lambda arch, en fait, pourquoi on fait comme ça et qu'on vraiment veut séparer le flux real-time et le flux batch? En fait, il y en a principalement 3, d'où la photo. Le premier, ça va être que une question qu'on a, c'est qu'on veut souvent faire évoluer ce genre de système.
C'est-à-dire qu'on va avoir de nouveaux événements qui arrivent, on veut faire de nouveaux calculs. Si on est un web analytique, on va avoir un nouveau tag à prendre en compte, des choses comme ça. Et quand on a un système temps réel, il y a un challenge qui est que si j'ai une grosse historique, j'avais dans mes événements une colonne ou une variable que je n'avais pas pris en compte, je veux commencer à la prendre en compte. La question, c'est comment je fais pour faire la mise en prod. Si j'ai rien prévu pour, je ne vais pas juste pouvoir dupliquer mon système et repasser tout mon historique sur le système temps réel parce qu'il ne sera pas capable finalement de prendre l'historique tellement plus vite que le temps réel. Et donc, justification, du coup, c'est que quand on veut faire des mises en prod et changer quelque chose fonctionnellement sur ce genre de système, par exemple, si dans mon système de Twitter Analytics, je passais de la granularité à l'heure à la granularité à la minute, le pattern va être de passer en batch un tout nouveau calcul qui refait les calculs sur toute l'historique à la minute. Puis une fois que ce calcul-là est effectué, peut-être ça a pris quelques jours sur tout mon historique de quelques mois, je vais pouvoir aussi mettre en prod la version temps réel qui s'opère sur le flux. Et après, switcher la prod entre une API qui opère à l'heure et une API qui est capable d'opérer à la minute. Ça, c'est un premier pattern. Le deuxième, c'est que souvent, on veut, ça peut être utile pour plein de raisons, parce que le système temps réel n'est pas assez fiable d'avoir au moins un fallback, si jamais qui est applicativement acceptable si jamais le système temps réel est off. Et le troisième, c'est que tout simplement, par exemple dans ce cas de recommandation, c'est pas forcément réaliste d'imaginer que l'algo qui calcule l'item similarity, il est potentiellement complexe, il n'est pas local potentiellement, etc. Il a besoin de pas mal de ressources, et ce serait pas réaliste potentiellement de le maintenir en temps réel. Exactement le même algo, en termes de temps de calcul. Et après, il y a des trucs compliqués dans ces genres d'algo. Le premier, c'est le fait que comme on a à la fois un flux temps réel et un flux batch, qu'on veut être capable de supporter le fait qu'il y a certaines des machines du cluster qui tombent, qu'on les rallume, qu'on fait des mises en prod, etc. On veut être capable, à travers tous ces événements, tous ces méta-événements, de garantir que parfois que les événements sont pris en compte qu'une seule fois. C'est-à-dire, si on veut fêter des comptes, qu'on fait une mise en prod, qu'on éteint le cluster et qu'on le rallume, on n'a pas envie que le système qui fait la reprise fasse les décomptes de certains événements plusieurs fois et fausse tout. Donc ça, c'est le premier point qui est difficile dans leur mise en place souvent. Le deuxième point, c'est que quand on grossit, on veut être capable de gérer des mises en prod dans lesquelles on sait augmenter les ressources allouées au calcul facilement. Et ça, c'est en général pas facile de le faire soi-même. Et le troisième point qui est dur, souvent quand on fait ce système-là en pratique, c'est que, en fait, quand un système vit, un système historique vit avec un système qui capture des logs vit sur quelques mois et quelques années, en fait, on n'a jamais la même version des logs sur tout l'univers. Et donc la question, c'est comment je fais pour avoir des systèmes dans lesquels au moins dans mon historique, en fait, j'ai au même instant à la fois des objets de la version 1 et de la version 2, et où je sais à peu près quand même refaire mes calculs. Ça, ce serait vraiment les 3 points, je pense, les plus compliqués. Donc là, c'était de la métadiscussion sur la fabrication. Après, pour aller un peu plus précisément dans comment ces systèmes-là sont fabriqués en pratique. Alors là, en fait, de facto, et à ma connaissance, il n'y a pas d'architecture, de lambda architecture pure, au sens où lambda architecture c'est un concept, et donc en fait il y a en pratique plein de manières de la concrétiser dans la vie réelle. Alors si on veut vraiment séparer toutes les étapes d'une lambda architecture, en fait c'est des systèmes dans lesquels en général on va avoir une file d'attente de messages, et puis on a une première branche qui batch, dans lequel on va prendre ces événements, les mettre dans un store dans un store dédié pour le batch. On va faire des processing batch toutes les heures, toutes les semaines ou tous les jours, et on va être capable de servir les données en question. On a une deuxième branche dans laquelle on fait du real-time processing. On va récupérer les flux d'événements. On va souvent avoir un système à état dans ce système d'événements, c'est-à-dire qu'en fait, on l'utilise pour faire de l'accumulation en temps réel. Puis après, on est capable de servir ces vues-là, et après, on fait la fédération. La réalité, c'est qu'en fait, pour chaque composant actuellement, il y a pas mal de combinaisons possibles.
Par exemple, une architecture possible, ce serait d'utiliser, qui va être a priori pertinente, hein, ce serait d'utiliser un stack Hadoop pour la partie batch, donc d'utiliser quelque chose dédié pour la collection de logs ici, et ensuite tout Hadoop, de resservir les résultats Hadoop directement pour un accès aléatoire possible en utilisant HBase, et sur la partie real-time, d'utiliser le fameux Storm construit par Nathan Martz, dont je parlerai plus tard, un même cache pour l'état transitoire du real-time, et puis après de servir les résultats temps réel dans un store NoSQL, puis après d'utiliser juste du code ad hoc pour applicativement faire la fédération entre les deux. Donc là, il y a plein de combinaisons possibles, et c'est intéressant, c'est de voir qu'en fait, la plupart des architectures en fait, font des combinaisons intéressantes de ces différents composants, parce que c'est pas forcément rationnel en fait d'avoir 10 composants ou différents pour mettre en place une architecture. Donc déjà sur les files d'attente, juste un petit point, c'est qu'actuellement il y a deux logiques sur ces files d'attente. La première, c'est que en gros il va y avoir deux typologies de files d'attente assez différentes de nos jours. Il y a finalement les files d'attente que je pense que vous connaissez tous, qui sont déployables on top of JMS, enfin en dessous de JMS, qui vont être les files d'attente assez orientées événements, qui ont beaucoup de features en termes de routing, etc., d'information. Et assez souvent, quand on déploie des normes d'architecture, on va bouger sur des nouvelles techno de files d'attente qui sont en général un peu plus rapides et qui sont plus orientées log, micro-batching, et qui ont en général moins de features en termes de routing. Donc en gros, ces files d'attente-là, c'est plutôt des sortes de buffers pour gérer des fils de log et qui gèrent juste des curseurs en fait, sur ces buffers pour être beaucoup plus rapides que des files d'attente plus riches, orientées événements. Le deuxième truc, en général assez intéressant, c'est que ça peut être intéressant d'avoir un seul consommateur de la file d'attente, une seule techno qui fait les deux, et qui va gérer l'envoi vers le batch state et l'envoi vers le real-time processing, et qui a les bonnes caractéristiques pour que la lambda arch marche correctement. Donc là, la techno qui est le plus souvent utilisée, c'est ce fameux Storm. Alors l'idée de Storm, c'est, comme toutes les bonnes idées, c'est la réunion de choses qui peuvent être dangereuses, des robinets et des éclairs. C'est peut être dangereux de les combiner. Et alors l'idée de base de Storm, c'est que donc il y a deux logiques de composants. Ces robinets qui vont être des choses qui savent émettre des flux de données, des lignes de log. Le modèle de données, ça va être un tuple en fait. Et des éclairs, en fait un éclair c'est une fonction qui est capable de manger un tuple puis d'en émettre d'autres, potentiellement un ou n, à différents endroits. Et à la fin, pour faire une grille de calcul, on va tout simplement mélanger des robinets et des éclairs dans une topologie, en les connectant les uns aux autres. Et donc en pratique, assez souvent, les éclairs qui sont en fin de topologie vont être ceux qui vont faire des effets de bord et des écritures dans un système persistant. En termes pratiques, par exemple sur ces problèmes de parsing de tweets, un bolt ressemblerait à cela. C'est un système où essentiellement on va manipuler des tuples sous forme en tant que HMAP, et on va utiliser une fonction qui va réémettre d'autres tuples dans le système. Puis ensuite, on va écrire aussi du code pour combiner des topologies, instancier plusieurs classes de tuples, de bolt, et à la fin, par exemple, avoir un bolt qui stocke dans un système, un autre qui parse en live, et un troisième qui fait l'agrégation. Qui en fait, sur un vrai schéma, il y en aura un quatrième qui va stocker le résultat de l'agrégation dans le store real-time. Les deux features intéressantes en fait, dans ces systèmes temps réel qu'il faut avoir en tête. La première, c'est le fait, les bonnes propriétés qu'il faut avoir, et c'est pour ça qu'en général on utilise le Storm et pas quelque chose d'autre. C'est le premier, c'est d'être capable de gérer de manière un peu smooth le fait de rebalancer, c'est-à-dire de faire grossir son cluster et de rebalancer. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire que pour traiter le flux d'entrée, on va déterminer a priori au début des temps combien de threads on veut et sur combien de nœuds on veut que le calcul soit effectué. C'est-à-dire combien il y a de threads Java dans une JVM qui, en parallèle,
lise des flux de tweets, fasse le parsing et combien de threads on veut qui fassent les calculs et les agrégations. Et ce qu'on veut pouvoir faire en pratique, c'est dynamiquement, sans arrêter la lecture de flux, rajouter des nœuds, puis demander à rajouter des threads pour augmenter le parallélisme et du coup être capable de gérer une augmentation sur la taille du flux dynamiquement. Le deuxième truc important que ce genre de système gère, c'est la fiabilité de la transmission de messages. Et donc là, le point qui est à garder en tête, c'est que pourquoi c'est complexe de gérer la fiabilité en général, c'est que quand on commence à faire du Lego comme ça entre différents composants, pour savoir qu'un message a été transmis et bien traité, il faut être capable de gérer les dépendances dans le calcul. C'est-à-dire de savoir que quand je traite... donc je veux faire un calcul de hashtag, au départ j'ai un tweet, dans un tweet il y a plusieurs hashtags, j'ai un premier composant qui prend ce tweet et qui génère n messages intermédiaires par hashtag, puis après d'autres qui vont faire les calculs par hashtag. Si je veux savoir qu'un tweet individuel a bien été traité, il faut que tous les messages intermédiaires aient été correctement traités. Et donc il faut que dans mon calcul, je puisse exprimer cette dépendance. C'est-à-dire exprimer que un message final dépend d'un autre. Et donc un système comme Storm en fait va garder la trace en fait de l'arbre des dépendances entre les messages intermédiaires qui sont sur toute la topologie pour faire en sorte et permettre que si jamais il y a un message qui a été partiellement traité, il soit réémis. Et ça c'est la bonne caractéristique qu'on veut sur ce genre de système. En pratique, en termes d'implémentation, quelqu'un qui veut gérer tout ça de manière fiable va être amené à chaque fois qu'il émet un message, exprimer la dépendance avec le message précédent, son message d'origine, à chaque élément de code, et exprimer en fait le fait que les messages soient acquittés ou pas acquittés, c'est-à-dire qu'on a effectivement réussi à faire l'opération qu'on devait faire dessus. Donc là par exemple, quand je parse un tweet pour le séparer en hashtag, je vais faire cela, et puis je vais l'acquitter, puisque ce tweet-là, je l'ai bien traité, et après, les bolts suivants devront acquitter les messages qui ont été générés par les messages hashtag qui ont été générés par ce tweet. Alors pour continuer dans les niveaux d'abstraction, le deuxième élément intéressant et rigolo, c'est qu'en pratique, faire tout ça à la main avec du code Java, gérer des états, ça peut être un peu complexe, d'une part, et puis d'autre part, on va souvent avoir une logique de calcul qui est assez proche ici, quand je veux fédérer et faire des calculs entre la vue batch et la vue real-time, et les calculs que je fais ici, c'est-à-dire quand je fais des agrégations intermédiaires sur la vue real-time. En gros, je vais vouloir faire des comptes intermédiaires des sommes. Alors bon, quand c'est sommer des tweets, c'est un peu trivial, mais quand c'est des trucs un peu compliqués, ça peut être un peu bête de répéter le code et d'avoir aucune logique qui fédère les deux. Du coup, pour ça aussi, il y a un framework qui s'appelle Trident. Et en gros, la logique de ce framework-là, ça va être de fournir au-dessus de Storm une grille. Il y a plusieurs logiques là-dedans. La première, ça va être de gérer les systèmes d'état de manière intelligente. Deuxième, ça va être de fournir une logique de grille RPC au-dessus de Storm, qui fait qu'on va pouvoir utiliser le même cluster pour faire le processing temps réel et pour faire une partie des calculs de la vue fédérée. Donc en pratique, ça va être un langage dans lequel on va pouvoir exprimer le genre de calcul qu'on veut faire en termes de décompte, de mapping, de calcul intermédiaire dans une abstraction un peu plus haut niveau, un peu plus orienté SQL, dans lequel on a des étapes de calcul, des groupes by, etc. Et qui après va se recompiler dans une topologie Storm. La partie qui est intéressante du point de vue architecture et invariant dans Trident, c'est comment est-ce que, c'est qu'en fait il aide à implémenter cette sémantique exactly once là, qui permet qu'il n'y en ait qu'un seul, qui reste à la fin. Et la logique derrière ça, c'est que en fait, à chaque fois qu'on a des flux les flux d'événements en fait vont être micro-batchés et en fait, on va garder pour chacun des micro-batchs d'événements un ID croissant. Et donc, du coup, qui correspondent en fait à des sortes de transactions. Et tout simplement, en fait, le système, enfin, en tout cas, une implémentation possible dans Trident, qui va gérer automatiquement, va être de garder en fait pour chaque élément qu'on garde en mémoire dans l'état intermédiaire real-time
un ID de transaction qui correspond en fait à l'ID de la dernière transaction qui a modifié la clé en question. Et en fait, quand on va récupérer une nouvelle transaction et qu'on va vouloir la faire passer, si jamais on veut faire une modification sur une clé qui avait un ID supérieur ou égal à la transaction en question, en fait, on va juste l'ignorer. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette transaction-là était déjà passée au moins partiellement et que du coup, ça ne sert à rien. Il ne faut pas appliquer les mises à jour liées à cette transaction. Donc ça permet de faire du pseudo-transactionnel assez lightweight sur des systèmes temps réel. Et alors après, il y a plein de variations là-dessus pour implémenter plus simplement ces systèmes. La première, ça va être effectivement, plutôt que d'avoir un même cache, un HBase, un MongoDB, d'utiliser qu'un seul système NoSQL pour gérer tous les états du système. Une variante rigolote peut être d'utiliser Redis et ses message queues pour l'utiliser aussi comme système de message queuing lightweight et d'avoir tout ça, par exemple. Après, les autres technos et utilisations importantes sont liées au fait que quand on met en place ce genre de système, parfois, en fait, les calculs qu'on fait en termes de batch processing sont très similaires de ceux qu'on fait en real-time processing. Et donc, si on les code dans deux langages différents, là, si je fais du MapReduce en Java et là où je fais du Storm, je vais finir par avoir une base de code dans laquelle je vais faire les mêmes calculs, en fait, mais juste de deux façons différentes. Et a priori, c'est pas bien. Donc, comme pour toutes les choses qui sont pas bien, il y a toujours un ingénieur qui se dit qu'il y a une manière de factoriser la solution. Un nouveau projet qui s'appelle Hummingbird, dans lequel en fait on va écrire du Scala à un seul endroit. Et ce Scala pourra s'exécuter soit sur une topologie Storm, soit en utilisant Cascading, qui est un framework au-dessus de MapReduce, sur un cluster Hadoop, typiquement. Alors, à la fin, les systèmes pour traiter ces tweets et ces hashtags, on écrirait une ligne de Scala qui ressemble à ça. En gros. Et on ferait, du coup, dans le même, entre guillemets, de la même façon, le calcul batch qui s'exécute toutes les heures et le calcul qui s'exécute sur le real time. Donc, et à la fin, quand on branche toutes ces briques entre elles, on finit, alors juste pour remettre en perspective, en fait, on a des logiques dans lesquelles on a des systèmes batch qui souvent vont faire du MapReduce, dans lequel on va avoir des abstractions au-dessus du MapReduce qui permettent d'avoir des vues plus SQL, des systèmes temps réel dans lesquels on a des grilles de calcul dédiées, et des abstractions au-dessus qui permettent de gérer la transition facile de l'un à l'autre. Après, il y a plein de variations possibles encore sur le système. Une qui est relativement aussi courante, il me semble, va consister à utiliser en fait un même système pour le batch et pour le real-time, et en fait juste avoir des collections, des sous-collections différentes dans les systèmes et des manières de calculer différentes, parce que on peut faire les calculs de deux façons dans le système. Donc, par exemple, ça peut être tout mettre dans Mongo et faire des MapReduce d'un côté, des agrégations de l'autre. Pour gérer les calculs avec des caractéristiques de temps de calcul qui vont être un peu différentes. Et en fait, il y a une autre variante très Hadoop qui consiste à dire, en fait, tout dans Hadoop, on met tous les événements qui arrivent dans HBase. Donc HBase, c'est un store NoSQL on top of Hadoop. Il va être utilisé pour servir les données résultats des calculs batch. Puis on va aussi, de manière complètement ad hoc, faire les calculs sur HBase, les renvoyer dans HBase et faire du coup assez facilement des vues fédérées. Après, il y a d'autres éléments qui sont intéressants, c'est le fait d'avoir des frameworks dans lesquels le fait d'avoir des vues batch, la fédération des vues batch, le processing et l'état sont un peu mises et traitées ensemble. Alors, par exemple, pour faire ça,
il y a un projet qui s'appelle SplutSQL qui est assez intéressant. En gros, il va fournir une abstraction qui permet d'aller faire des requêtes SQL sur une base Hadoop et faire en sorte que les calculs soient pré-calculés dans la base Hadoop, puis après mis à disposition dans des bases de services dédiées. Et faire en sorte que, du point de vue utilisateur, ce soit plus ou moins transparent, qu'une requête SQL qui veut maintenir et d'agrégation qui veut maintenir sur son Hadoop soit précalculée et que son résultat soit servi sans qu'il ait besoin finalement d'écrire le code explicitement qui gère ça. Et enfin, il y a, alors après une variante qui va être aussi très populaire va être d'utiliser Spark pour tous ces processing-là. Donc, qu'est-ce que c'est que Spark? Ça va être un système de processing dédié qui va être capable de faire qui va être une grille de calcul en mémoire. Et en fait, il y aura deux variantes. Il y aura l'utilisation de Spark, le Spark classique sur lequel on va traiter sur le stock de données, typiquement sur un HDFS pour faire le calcul batch. Et on va aussi utiliser Spark Streaming, qui est en fait un framework sur Spark pour traiter des flux de calcul, dans lequel en fait on va traiter tous ces calculs en mémoire sur la grille Spark. Et donc ça va là aussi éviter finalement d'avoir des frameworks différents pour faire le batch et le real time. Et donc, j'ai fini ma présentation et donc je suis prêt à prendre des questions. Oui. Je sais pas si... Sur la partie, en fait, de ce que tu prends dans ton fait, tu vas principalement calculer des agrégations. Et du coup, si tu avais besoin de garder en fait on va dire des étapes intermédiaires de moi je fais up, parce que fais up, oui. ils arrivent en général sur assez brusques. Oui. Comment tu vas faire comment tu mets cette partie par exemple, traiter des logs et les mettre dans un autre endroit dans le TFS, des logs déjà traités pour d'autres jobs potentiellement, pas juste pour faire de l'agrégation. Mais ça comment en relation avec ça? Est-ce que c'est complémentaire ou est-ce que tu prends en compte dans l'architecture? En fait, il y a la logique, ça va être de... en fait, il y a deux types d'états. Il y a deux types d'états intermédiaires. Les états intermédiaires qui sont juste des étapes de calcul, c'est-à-dire qui ne concernent qu'une seule ligne de log individuelle, et il y a les états intermédiaires qui concernent plusieurs lignes de log. Les états intermédiaires du premier cas, on n'a pas besoin de les traiter spécifiquement, c'est juste qu'on va faire des successions de calculs et que les process de traitement vont se les envoyer de l'un à l'autre, tout simplement. Et les états qui concernent effectivement des agrégations entre guillemets intermédiaires de plusieurs lignes de log, on va les traiter en ayant un système d'états externes. En gros, typiquement, si je veux faire des agrégations intermédiaires sur mes logs, je vais avoir un NoSQL ou un Memcache dans lequel je vais aller taper pour maintenir pour maintenir ces états intermédiaires. C'est-à-dire que dans ta vision, tu n'as plus vraiment l'utilisation d'un cluster HDFS en brut, donc tu n'as plus de hive, tu n'as plus de peak, tu n'as plus de... En fait, dans cette vision-là, tu gardes ta vocation à garder ce cluster HDFS pour être capable de faire soit les mêmes calculs, soit d'autres calculs sur tous les stocks, et comme besoin d'être fait sur tous les stocks. Parce qu'en fait, la limite pratique, c'est que tu ne peux pas maintenir tous les états intermédiaires en mémoire pour tout l'univers. Tu ne vas pas garder en mémoire tous les produits vus par tous les utilisateurs sur toute l'historique des données. Ça n'a pas de sens. Parfois, par contre, tu as besoin pour certains calculs d'avoir toute cette historique accessible. Oui, comment tu fais la distinction entre les traitements qui vont aller dans la partie real-time et les traitements qui vont dans la partie batch? À quel moment tu dis c'est trop long, ça va aller en batch? Comment, est-ce qu'il y a une règle de plomb pour dire, voilà... La logique, c'est que en fait, il y a certains types de problèmes sur lesquels, en fait, on va faire quasiment les mêmes calculs en real-time et en batch. Et c'est juste que sur la partie real-time,
on travaille à des échelles de temps plus petites. Donc là, c'est les mêmes calculs. Après, il y a d'autres problèmes sur lesquels, en fait, ce qu'on fait en batch et ce qu'on fait en real-time, c'est sur les mêmes flux de données et on veut les fusionner à la fin. Mais par contre, le temps de calcul sur le batch va faire que ça ne fait pas de sens de vouloir descendre en dessous de la minute pour un temps de calcul. Enfin, ça ne fait juste pas sens de faire du real-time par rapport à la taille, par rapport au volume de données. En fait, c'est un problème qui ne tient pas en RAM et qu'on ne peut pas résoudre en termes de calcul en une minute. Et donc, du coup, en fait, on fait ces pré-calculs en batch. Aujourd'hui, je bosse sur ce qu'on pourrait peut-être appeler une lambda architecture, et en fait, on s'était posé la question de savoir vers quel framework on allait partir pour répartir justement le traitement en temps réel. Et à l'époque, on s'était posé la question de Storm, Ouais. en se disant que, en fait, grosso modo, ça sentait vraiment la peinture fraîche. Et que du coup, pour des raisons de stabilité, on voulait essayer de partir sur des technos qui étaient plus pérennes de notre point de vue à cette époque-là, donc c'était il y a 6 mois. Est-ce qu'aujourd'hui, Storm, c'est vraiment stabilisé et les API sont suffisamment fixées pour pouvoir partir dessus tranquillement? Donc, à ma connaissance, il y a effectivement des gens qui partent dessus. Et comment dire, et les API sont relativement stabilisés. Après, le point finalement, c'est de savoir dans quelle mesure on veut faire confiance à ce framework et seulement à ce framework pour gérer ces événements de production. C'est-à-dire, est-ce qu'on pense qu'on fera les ajouts de nœuds ou l'augmentation du parallélisme, la gestion de l'augmentation de trafic en utilisant Storm? Ou est-ce qu'on prévoit que finalement on ne va pas forcément aller dans cette zone-là et vouloir le gérer de manière applicative et donc prévoir qu'on devra faire des bascules applicatives par-dessus? C'est peut-être plutôt ça les questions. En termes d'abstraction de calcul, par contre, actuellement, je dirais que c'est de toute façon une bonne idée d'avoir ce genre d'abstraction de type bolt de calcul et spot de toute façon quand on construit un système de temps réel maintenant. En fait, nous, on est parti, on a élu AK pour faire faire notre traitement, parce que on sait que AK a une grosse expérience de prod en l'occurrence, et c'est pour ça qu'on était beaucoup plus sécurisé de partir sur ces technos-là. Et je pense que ça fait sens. Après, en termes la question, c'est une question en termes de trade-off entre quel langage on veut utiliser, si on est full Scala, full Java ou. Ouais. Et aussi de passage à l'échelle, en fait. Enfin, de passage à l'échelle, gestion du multinœud, etc. Potentiellement, tout ça n'a pas de sens si les problèmes qu'on traite, finalement, ces discussions-là n'ont pas de sens si les problèmes qu'on traite tiennent en mémoire et qu'on est en train de bosser sur 10 gigas de données qui vont tenir sur un serveur et où il suffit de bien gérer le XMX de sa JVM, la progression multithread, etc. Tout ça n'a aucun sens. Il ne faut pas juste le lire, en fait. C'est vrai. Je suis d'accord. Et donc, il faut juste être conscient de ça. Alors, même si, en fait, si on veut régler des petits problèmes, même si on est à petit volume et qu'on veut une manière élégante de gérer son système batch et son système temps réel, pas forcément pour de la prod, mais pour aller vite dans du développement, le stack Storm, Trident, etc., ça fournit des niveaux d'abstraction qui permettent d'être plus productif en tant que programmeur. Et ça, c'est une autre considération. Et pour le coup, ça, c'est vrai, parce que réinventer la poudre et faire des fonctions qui font des plus, c'est pas très amusant. Tu as des cas d'utilisation avec GridGain et Gigaspace dans ce type d'archi? Je sais pas ce que c'est que... Gigaspace, GridGain, c'est des solutions de data grid. Pardon? Data grid. Non, j'en ai pas. Merci. Pour rebondir sur ta remarque juste avant, donc tu disais que le meilleur des mondes serait d'utiliser quelque chose de tout packagé, tout fait. Donc j'imagine qu'il reste principalement Spark avec Spark Streaming et Hummingbird. Toi, ton avis là-dessus, c'est plutôt quoi si tu veux justement monter toute une lambda d'architecture, tirer vers Spark Streaming, Hummingbird, un truc à la main? Ouais, en fait, il y a différents trade-offs. En gros, investir en tant que développeur dans Spark ou dans Spark Streaming, ça paraît de toute façon une bonne idée parce qu'il y a tellement d'usages différents en tant que framework qui dépassent un peu ce périmètre-là
que pour un usage assez généraliste, ça paraît une bonne idée. Après, il y a un esthétisme dans ce Hummingbird qui est hyper intéressant et qu'il faut prendre en compte. Et après, les limitations, que ce soit de ce Hummingbird et même de Spark Streaming, c'est qu'en fait, typiquement Spark Streaming, en fait, il va relativement limiter la manière dont on peut gérer ce fameux état intermédiaire actuellement. C'est-à-dire, en fait, la logique comment dire, dans les cas où on veut gérer de manière un peu intéressante cet état intermédiaire dans lequel c'est pas juste de la mémoire, mais en fait c'est un état persistant parce qu'il est un petit peu gros. En fait, en Spark Streaming, on peut pas vraiment. On peut juste avoir des TTL sur les états mémoire parce qu'en fait c'est un framework relativement abstrait en fait où on gère le même type d'objet ici et ici, enfin ici et là-haut. Et en fait, si on veut faire des trucs vraiment un petit peu compliqués, du coup, on est un peu obligé de quand même faire du storm et des choses à la main. C'est mon opinion qui n'engage que moi. D'autres questions ?